Mais déjà, merci beaucoup à Links Garden pour l'invitation. Pour le choix de conférence, d'aujourd'hui, hem, je voudrais parler de quelque chose qui est, peut-être pas très souvent abordé, lors des dernières conférences, SEO, mais quelque chose qui est toujours à côté de nous, et quelque chose qui est souvent d'une importance, considérable, qui peut impacter directement nos performances en fait SEO. Donc voilà, il y a plein de termes dans le titre de conférence, un peu compliqués, peut-être pas très, pas très sympa, mais en tout cas, on va essayer d'en parler. Alors, hem, un petit mot sur moi. Donc moi, je m'appelle Alexis, je travaille chez iProspect, France, dans le pôle, search qui unit les expertises SOA et SEO. Sur Twitter, je suis Alexo. Sinon, je fais du SEO, des études, des formations pour les clients, pour l'équipe. Je suis éditeur de site et je développe des outils. Donc il y a peut-être des personnes dans la salle qui connaissent certains des outils qui sont en accès public. Et quand je ne travaille pas, je suis certainement avec ma fille ou bien je cours quelque part, idéalement au plus loin possible. Pour commencer, je vous propose d'avoir 3 exemples qui vont nous amener ensuite au sujet de la conférence et au plus de détails. Le premier exemple, donc c'est les 3 études de cas. Il y a peut-être, ceux qui s'en souviennent, un peu moins de 2 mois, donc le 4 mai 2022, hem, la page d'accueil du site moz.com, donc anciennement SEO Moz, qui, voilà, un site un peu de référence dans le milieu SEO pour la veille, pour les articles, connu par son blog. Mais vraiment la page d'accueil de Moz s'est retrouvée désindexée dans Google. Ça a fait un joli buzz dans Twitter. Heu, les porte-paroles de Google ont été bien bombardés de questions, mais en tout cas, voilà. Hem, des fois, ça peut paraître de quelque chose d'assez, bizarre quand même que c'est des choses qui se passent, mais c'était un précédent et ça existe qu'une page, même d'un site qui a une forte autorité, une forte légitimité, et popularité, elle peut être facilement désindexée. Le deuxième cas, c'est une marque internationale et sa page d'accueil. Donc, le site vivait sa vie, mais depuis l'été 2021, voilà, cette marque, elle a commencé à voir sa page d'accueil disparaître, des classements de Google, tout en restant indexée et toujours présente dans le cache de Google, mais elle ne s'affichait pas. Elle ne s'affichait pas, pour pour des raisons quelconques. Et le troisième exemple, c'est un site média qui, de nouveau, qui avait une visibilité assez stable, donc le volume de clics, il était assez stable. Par contre, à partir d'un moment, à partir du mois de mars 2022, il a commencé à perdre en visibilité. Donc là, à ce jour, on est à, le site, il est environ à moins 30 du volume de clics qu'il avait par le passé. Heu, s'il y a des hypothèses dans le chat à quoi c'était dû, notamment sur ce cas de figure, voilà, vous pouvez le laisser. Je vais donner les réponses, dans une petite dizaine de minutes. En tout cas, donc tous les 3 cas, ils paraissent, en fait très différents. Très différents parce que c'est des types de sites différents, c'est des marchés différents, mais il y a quelque chose qui les unit, quelque chose qui est commun à tous les sites. Et ce qui est commun, c'est qu'ils, les problèmes qu'ils ont eus, c'était pas les problèmes qui ont été causés par des problèmes techniques, éditoriaux, ou liés à l'autorité. Donc généralement les choses classiques qu'on étudie, qu'on audite, voilà, qu'on fait des audits SEO, nous tous, la raison du problème, elle était au-delà du appelons ça du SEO classique. Mais, la visibilité, voilà, de ces sites, elle a été réduite, suite à la mise en place de filtres spécifiques par Google et notamment ces 3 cas, il y a eu 3 filtres différents qui ont été mis en place et on va les voir, par la suite. On va parler donc de 3 filtres. Il y en a évidemment beaucoup plus. On connaît tous, voilà, déjà par le passé, on les a eu tous les pingouins pandas évidemment. On a des pénalités manuelles, mais il y a pas que ça en fait. Il y a pas que des pénalités purement SEO, mais il y a des filtres aussi qui en fait
toujours à côté de nous, même si on n'en parle pas souvent, si on les audite pas souvent, mais ils étaient toujours là et ils sont toujours là et ils nous impactent. Donc on va parler de 3 choses. C'est, le filtre, Safe Search. Qu'est-ce que c'est? DMCA et on va finir par le droit à l'oubli. Pour chacun des 3 éléments, donc on va avoir des exemples. On va voir comment ça se détecte, quelle est la gravité du problème et évidemment comment l'enlever, si si possible. Allez, commençons par le Safe Search. C'est pas par hasard parce que c'est probablement le filtre de Google, un des filtres les plus anciens. Il existe depuis, l'an 2000 encore, donc c'est il y a déjà je pense peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui n'étaient pas encore nées. Hem c'est un des filtres les plus en fait, les plus courants, même si on se rend pas toujours compte qu'on l'a à côté en fait, mais il est toujours là. Donc en bref, une petite synthèse, de ce que c'est. Donc le filtre Safe Search, en gros, c'est un filtre, qui est, appliqué à Google par-dessus de ses résultats de recherche, dans l'objectif de, bloquer, ou réduire la visibilité des contenus, appelés explicites. On va voir après ce que c'est les contenus explicites. Donc c'est un voilà, comme j'ai dit, c'est un filtre ancien. Il a vu le jour vers l'an 2000 sous le contrôle direct de Matt Cutts. Donc là, de nouveau, on peut vérifier si dans la salle, s'il y a des vieux SEO ou pas, s'il y a des personnes qui connaissent Matt Cutts, c'est-à-dire c'est l'ancienne génération. Donc là, c'était une tâche qui a été confiée à lui. Ensuite, c'était fait pourquoi? Pour des raisons éthiques et judiciaires. Donc pour ne pas montrer, par exemple, aux mineurs les images choquantes et c'est quelque chose qui part dès le départ du fonctionnement de la vie du moteur de recherche, c'était en place. Ce qui a évolué, c'est évidemment les méthodes de détection de ce contenu explicite et choquant. Au départ, donc, encore voilà, à l'aube des années 2000, il n'y avait pas de machine learning dans l'algorithme de Google et donc, tout ce tri, il faisait de manière un peu bourrin, en basé sur l'analyse textuelle. C'est-à-dire pour identifier si c'est une image adulte ou pas, beh, Google n'avait pas de moyens, capacité d'analyser le contenu de l'image, mais il regardait ce qui était autour, donc le texte qui entourait. Mais voilà, les choses, voilà, évoluent et là, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, machine learning et cetera. Beh et tous ces avancées, tous ces mises en place de l'apprentissage automatique, les avancées dans la reconnaissance des images, ont fait évoluer également cet algorithme Safe Search. Hem, le Safe Search, il a une équipe dédiée chez Google qui s'en occupe, qui, le fait évoluer, des fois qui, fait bouger les seuils, des fois en certaines périodes de l'année, par exemple, le Safe Search, il peut être plus strict. Par exemple, à la rentrée, quand les enfants, voilà, reviennent des vacances, ils commencent à regarder plus, à consulter le web. Des fois, voilà, c'est un peu plus léger. Mais voilà ce qui est à toujours garder en tête, c'est Safe Search, on n'en parle pas souvent, mais c'est toujours à côté de nous. C'est par défaut, activé en recherche, dans les recherches d'images et ça s'active dans la recherche normale. On peut l'activer de manière, en personnel, je pense, ouais. À quoi ça ressemble? Donc là, si, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit bouton à droite, notamment dans Chrome. Dans les résultats images, c'est par défaut. Dans les résultats classiques, on peut l'activer. Des fois, ça s'active, par exemple, au sein de votre entreprise ou l'établissement. Par exemple, les établissements scolaires, ils mettent, ça par défaut. Hem, donc le Safe Search, voilà, il effectue le filtrage de contenu et notamment, il essaie de détecter si le contenu, des pages, il est explicite. Donc si on reprend la documentation officielle de Google, donc là c'est assez, concis, qu'est-ce qui rentre en fait dans cette catégorie de contenu explicite? Donc Google nous dit que c'est le contenu à caractère sexuel, pornographique, violent et sanglant. Hem, OK, donc là, donc déjà on découvre que le safe search c'est pas forcément égal à un filtre adulte. Donc il y a d'autres choses qui, rentrent dans cette catégorie. On peut en savoir un tout petit peu plus si on regarde dans l'API de Google, qui est accessible à tous, dans laquelle il y a, option qui s'appelle le Safe Search Annotation et via cette API, on découvre que ce qui rentre dans cette catégorie de contenu explicite, c'est évidemment le contenu adulte. Ensuite, il y a le contenu, voilà, spoof, donc c'est quand il y a des modifications apportées à la version originale de l'image pour la faire apparaître drôle ou offensante. Le contenu médical, les violences et le récit, c'est, globalement les images
piquante. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'adulte, mais on s'y approche et il y a voilà et en fait, c'est ce rapprochement qui va déterminer, en fait, est-ce qu'on va être impacté ou pas. Voilà, par exemple, les les vêtements transparents et cetera. Une bonne question, qui peut être en fait, que vous pouvez légitimement poser, c'est: «Pourquoi je peux y être touché, donc par ce filtre Safe Search, si je ne publie pas de photos à caractère adulte?» Il y a 3 raisons. Tout d'abord, c'est, comme tout algorithme automatique, le filtre Safe Search, il peut se tromper. On connaît les bugs de Google, chaque année on en a. Ensuite, le Safe Search, comme c'est du machine learning, il calcule une probabilité que votre contenu est adulte et les probabilités ne sont pas un axiome et sont sujettes aux erreurs. Et le troisième point, c'est ce que Google il dit clairement dans sa documentation que le Safe Search n'est pas fiable de 100%. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans la documentation. Et donc forcément, on peut en fait y être impacté, même si on ne fait pas des choses voilà, exprès et volontaires. Voyons quelques exemples. En fait, comment fonctionne le filtre Safe Search? On peut le tester, via l'API de Google Cloud Vision. Donc il y a une API qui est il y a aussi une démo qui est, accessible à tous. On peut tester sur différentes images, par exemple, si vous préparez, vous souhaitez publier une image, mais vous vous doutez qu'elle est, peut-être elle va être filtrée et donc si l'image est filtrée, la page elle est filtrée aussi, on peut essayer de l'anticiper. Donc là, vous pouvez prendre quelques images et les, ajouter dans cet outil de, Cloud Vision de Google. Là, j'ai pris un exemple de l'image de la photo de, la sculpture de Rodin, un baiser et là, ce que Google pense, que c'est une image, on voit que le dernier, paramètre qui est le caractère piquant, là, il est à son maximum. Donc il est fortement probable que cette image, elle est très, très piquante et donc potentiellement Google peut par la suite, en fait, la page avec cette photo, même si en soi, ça n'a rien de mauvais, il peut, potentiellement la filtrer. Un autre exemple, c'est une, jeune femme qui fait du yoga sur la plage à côté de la mer. On est en été, donc ça, c'est une image estivale et là, on est également sur la même chose. Donc on voit que c'est le dernier paramètre qui est, voilà, Google considère cette, image comme, piquante et il y a des chances qu'il, filtre ça. Vous pouvez faire autant de tests, beaucoup de tests, notamment, par exemple avec les enfants, avec les photos de bébés et là, dans beaucoup de cas, Google va dire aussi que les photos de bébés, c'est à caractère piquant. Pourquoi? Parce qu'il y a pas beaucoup de vêtements et c'est, hist souvent et c'est souvent, ça ça vient peut-être aussi de cet ancien algorithme qui avait été utilisé par le passé, encore par Google. Comment elle détecte, en fait? Est-ce que l'image est adulte ou pas? Il essaie d'analyser, est-ce qu'il y a de la peau humaine, sur la photo? Et donc là, il y a voilà, les pixels d'un certain teint, d'une certaine couleur qui se rapproche de la peau, heu, des patterns au niveau de la forme et cetera. Et donc voilà, si on teste par exemple avec les enfants, avec les bébés, notamment, là, à chaque fois, ça va être, presque à chaque fois, ça va être piquant. Hem, Comment est-ce qu'on peut vérifier si on est impacté par le Safe Search ou pas? Pour cela, il y a un test assez simple à faire, et qui consiste à, en fait, vérifier l'indexation de la page, l'affichage de la page, avec le filtre activé et le filtre Safe Search désactivé. Pour cela, on peut ouvrir 2 fenêtres de navigateur. Si vous avez plusieurs écrans, ça va être, vraiment, très simple à faire. Sur le premier écran, vous faites votre URL dont vous vous dotez en fait, de la peut-être la propreté et il y a peut-être, il y a un filtre qui est appliqué. Donc vous faites, site de points, votre URL et la même chose vous le faites dans un autre navigateur, dans l'autre version de en fait, dans un autre Chrome, avec le filtre activé. Là, j'ai pris un exemple d'un article publié sur, Quora. Donc Quora, un site de questions-réponses et il y a eu une question qui avait été posée, par une personne, en fait, est-ce que je peux voilà, regretter? Il y a une personne qui se demandait, apparemment elle vivait en Inde, est-ce que je pouvais regarder des films adultes, après l'interdiction en Inde? Apparemment c'est interdit
Et en fait, cet article, voilà, il contient un mot, qui est déclencheur apparemment de filtre, Safe Search. Si on teste l'indexation de cette page, avec le Safe Search désactivé par défaut, donc la page elle apparaît bien, donc c'est ce qu'on voit à gauche. Par contre, quand on fait la même chose, avec le Safe Search activé, mais Google ne laisse pas passer cette page dans les résultats de recherche. Un autre, signal qui peut nous être utile, qui, peut en fait nous suggérer, en fait, donner un indice qu'il y a potentiellement notre page elle est filtrée, ou il y a des pages sur le site qui sont filtrées. C'est ce qu'on voit à droite, sur le fond jaune, il y a une petite notice que voilà, quand Google dit, de manière, ouverte que voilà: «Je ne montre pas, tous les sites, tous les résultats de recherche, mais il y a une partie que je filtre parce que vous avez, vous avez activé le filtre Safe Search». Mmh, ensuite, donc là, une fois on a compris, voilà, enfin qu'on a détecté par exemple si on a une page qui est identifiée comme, filtrée par le Safe Search, heu, la l'étape suivante, c'est comprendre l'envergure du problème. Est-ce que c'est une seule page ou est-ce que d'autres pages sont impactées également? Le Safe Search, il peut s'appliquer sur 3 niveaux, à des pages spécifiques, à des sections particulières sur le site ou au site entier. Dans un des webinaires, pour les webmasters, je crois, en fin 2020, John Mueller, voilà, il s'est prononcé de manière assez claire que si sur votre site, vous avez beaucoup de contenu adulte, c'est la part du contenu adulte ou explicite, elle va être, dominée sur le contenu, disons normal. C'est tout le site qui sera Il est fort probable que c'est tout le site qui sera, filtré et en fait, filtré par ce filtre. Donc en fait, là la bonne question en fait, ce à quoi on doit s'interroger en fait, est-ce que comment faire que même si par exemple, je publie des fois des photos, peut-être assez choquantes, mais par exemple là, on est en période de la guerre, en Ukraine, et il y a beaucoup de médias qui publient en fait les actualités, voilà, avec les images de guerre. Les images de guerre, ça peut être filtré par le Safe Search parce que des fois, il y a des images assez choquantes. Donc comment en fait, faire pour sécuriser le reste du site, malgré le fait qu'on publie le contenu adulte? Pour cela, donc il y a certains balisages qu'on peut mettre en place. En fait, l'idée globale derrière, c'est de dire à Google parce que Google, ce qu'il va essayer de faire, il va essayer de comprendre le périmètre des pages sur lequel, le contenu adulte en fait ou le contenu disons explicite, il peut s'afficher. Et pour cela, c'est à nous, en fait, de lui donner des indices. Par exemple, on peut regrouper tout le contenu qui peut potentiellement être filtré ou destiné, voilà, au public adulte. On peut le remettre dans un répertoire à part ou un sous-domaine. Ensuite, on peut utiliser le balisage spécial. Il y a des méta adaptés à ce genre de contenu. Tout cela, l'idée derrière, c'est pour se sécuriser que, l'application du filtre, Safe Search, il ne se déploie pas sur d'autres pages indésirables, tout à fait normales. Donc voilà, il y a des balises au choix. Et voilà l'exemple qu'on a vu, tout au début. Donc là, il s'agit d'un site média qui, voilà, qui avait une visibilité, donc là, c'est la Search Console, le nombre de clics, qui globalement au fil des 12 derniers mois, globalement, ils avaient, com c'était assez stable au niveau d'audience. Par contre, à partir d'un moment, à partir du mois de mars, ils ont commencé ils ont baissé fortement en volume de clics. Je ne sais pas s'il y a des réponses dans le chat, je ne vois pas le chat, mais pour faire simple, voilà, c'était effectivement le cas de l'application de Safe Search. Pourquoi? Donc ça, c'était un site, donc média qui avait une audience, famille, parents, enfants. Donc l'audience dans une partie très importante, ils avaient le filtre Safe Search activé. À partir du mois de mars, le site est là en quête d'audience. Il a réorienté une partie de politique éditoriale, de sa stratégie éditoriale pour traiter, en fait, le sujet
qui faisaient un peu le buzz, qui faisaient des volumes et cetera et ça, c'était notamment, lié à la guerre, en Ukraine. Donc ils ont commencé à rédiger des publications en publiant des photos, de guerre, notamment avec les enfants et régulièrement les pages qu'ils publiaient, c'était filtré par le filtre, Safe Search et donc finalement, l'audience qu'ils voulaient avoir, beh, comme les pages en fait, elles étaient, finalement invisibles dans Google, ça a produit en fait un effet, au contraire. Donc en quête de plus d'audience, l'audience elle a diminué parce qu'il y a une partie des ressources, de rédaction qui a été orientée vers pour parler de ça, mais ça n'apparaissait pas en fait, ça n'apportait pas des fruits qu'ils voulaient. Voilà, donc ça, c'est pour dire que le safe search, c'est pas seulement, les victimes de safe search, c'est pas seulement les sites qui sont vraiment orientés, le public adulte. Voilà, les boutiques qui vendent les jouets pour adultes, les sites de visionnage de vidéos pour adultes et cetera. Mais finalement, tout le monde peut y être, atteint et en fait, c'est à nous d'essayer d'anticiper les choses. C'est de bien peut-être structurer aussi le site en gardant une partie de contenu quand même, en fait, de bien en, rapatriant, voilà, cette partie de contenu dans un répertoire peut-être dédié pour que ça sorte pas et voilà et évidemment, il faut aussi savoir que ça existe et on peut être pénalisé à cause de ça. Passons maintenant à un autre sujet, rien à voir avec, le Safe Search. Par contre, c'est ce qui est commun, c'est aussi un filtre. Par contre, si le filtre Safe Search, c'est un filtre global, il s'applique à tous les sites. Heu, on a également, ce groupe de filtres qui proviennent des plaintes. Plaintes qui peuvent être envoyées, contre notre site, contre nos sites. Hem, voilà, donc si le filtre Safe Search, il s'applique, à tous les sites, sans voilà, à tous les sites du web qui existent, les filtres liés, par exemple, DMCA, ça, c'est un peu plus ponctuel et ça touche uniquement en fait, et au niveau des faits, ça ressemble plus aux pénalités manuelles parce que voilà, c'est vraiment, il y a ça cible des sites particuliers ou des pages particulières. Le premier filtre dont on va parler, ça va être DMCA. Donc DMCA, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? C'est, globalement, c'est une loi américaine adoptée encore, il y a très, très longtemps, son objectif, c'est de lutter contre la violation des droits d'auteur. Donc il y a tout un document, de 18 pages en PDF qui est accessible en ligne. On peut le lire, mais il est tellement vieux, il y a tellement de choses, ça parle encore des magnétoscopes, et des cassettes. Mais généralement, voilà, ce qui est, c'est le principe et cette loi, elle a été réappliquée après, dans le digital, dans le numérique et donc au site web. Le DMCA, c'est massif, voilà et Google et tous les autres moteurs de recherche, ils sont bombardés des demandes de DMCA. Il est très facile de republier les choses, de copier les choses, de faire du plagiat, de partager, de voler du contenu sur le web et évidemment donc, comme là on est sur l'échelle du mondial, heu c'est Google et tous les autres moteurs, ils sont bombardés de ça, des demandes. Hem, à ce jour, je l'ai ça c'est une capture d'écran que j'ai faite hier, Google a reçu, environ 6 milliards de plaintes. En fait 6 milliards de c'est pas vraiment les plaintes, c'est oui, mmh, heu, 6 milliards de demandes de suppression de contenu, donc d'URL en fait atteintes. C'est énorme. Évidemment, il y a beaucoup de plaintes qui en fait, il y a des plaintes qui sont légitimes, il y a des plaintes qui, sont fausses, mais en tout cas, s'il faut voilà, juste si on se rend pas compte si on se rend compte du volume, c'est vraiment énorme et donc une conclusion et par conséquent, la question qu'on peut se poser, est-ce que Google est capable de les, modérer lui-même? Même avec les ressources de Google, 6 milliards de plaintes et là, c'est à cause de ça que viennent des différents problèmes liés à DMCA. Un exemple, donc là j'ai tapé Fnac, sur la même page le rapport de transparence des données de Google. Là on voyait les chiffres, les 6 milliards. Là j'ai tapé Fnac et donc là, par exemple sur Fnac, depuis 2012, Fnac.com a reçu, 560 plaintes demandant la suppression de 912 pages depuis les résultats de Google. Si on regarde l'efficacité de ces plaintes, il y a seulement 2 des pages qui ont été désindexées. Un petit exemple sur Fnac, voilà, ça existe, c'est les données publiques, donc on peut les regarder. À quoi ressemble le DMCA? Ça ressemble à ça. En fait, il suffit,
Si vous n'êtes pas familier avec ça, faites une requête, le titre d'une chanson ou d'un film et ajoutez ensuite gratuit au streaming et scrollez la page de Google tout en bas, et là vous allez voir, ça. Là, j'ai pris un exemple de Obi-Wan Kenobi gratuit et tout en bas, il y a une, batterie de plaintes qui ont été laissées par les, détenteurs de droits pour, voilà, nettoyer les résultats de recherche de Google. Comment est-ce qu'on sait si on est atteint d'une plainte DMCA? Il y a 2 sources principales. La première, c'est et la plus, réactive, même si ça il y a un peu de retard quand même, c'est les notifications par Gmail. Donc si quand vous avez votre compte, dans la Search Console, sur ce mail, vous allez recevoir voilà, s'il y a des demandes de plainte liées à DMCA, de suppression de contenu, vous allez recevoir une alerte. Heu, dans cette plainte, donc là, on voit, Google signale déjà, l'URL qui est atteinte, par la plainte, donc apparemment sur lequel il y a des choses qui violent les droits d'auteur. Et de l'autre côté, il y a aussi un lien, sur le site de Lumen Database, et avec, l'affaire, avec les détails sur la procédure. Donc ce qui est bien dans le cas de DMCA quand même, c'est que, c'est quelque chose qu'on peut, mmh, c'est assez transparent. Donc on sait que voilà, s'il y a une demande, on reçoit une alerte et on devient être prêt, la personne qui en fait postule ça ou l'entreprise, qui dépose une plainte, cette demande, elle est en accès public sur le site de l'Human Database. Là, j'ai pris un exemple, oui, j'ai mis Obi-Wan Kenobi et donc là, on voit qu'il y a des plaintes, il y a plein de plaintes, récentes qui ont été laissées. Notamment, il y a une plainte, de la part de Disney, mais après il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, en fait, sont spécialisées en recherche de contenus dupliqués et les droits la lutte pour les droits d'auteur. Hem et ces entreprises, voilà, elles crawlent le web, elles scannent les résultats de Google, elles téléchargent même elles-mêmes, les torrents, quand il a et essayent d'identifier, en fait, qui le télécharge, sur quelle machine et cetera. Et c'est toute une industrie. Hem, donc en fait, voilà, il y a globalement 2 sources. C'est une notification dans Gmail et la présence dans le main database. Donc voilà, si, vous souhaitez voir si potentiellement, les pages de votre site sont impactées, sont atteintes par cette, plainte DMCA. Vous pouvez taper le nom de domaine et voir sur lemendatabase.org si vous êtes dedans et s'il y a des demandes récentes. De nouveau, je répète que l'avantage et quand même le point positif, c'est que c'est transparent et que les demandes sont publiques. C'est peut-être une des raisons, en fait, une des solutions pour lutter contre cette masse de fausses plaintes qui peuvent être posées. Un des mécanismes qui a été, voilà, mis en place par Google, voilà, pour ne pas laisser n'importe qui laisser une demande. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Peut-être, partiellement. Il y a également d'autres mécanismes qui sont en place, qui sont à mon avis d'une efficacité discutable. Par exemple, sur le site de la transparence, des données de Google, on a toutes les entreprises ou toutes les personnes qui déposent les plaintes. Il y a une sorte de score d'efficacité. Par exemple, quelle est la part des demandes qui ont été confirmées et ou qui ont été en fait, rejetées. Et là, ça voilà, si pour les gros contributeurs en fait de ça, s'il y a le pourcentage important, hem, ça peut, voilà, il rentre dans la catégorie voilà, des fournisseurs, disons, de plaintes, agréés. Si on a reçu une demande en fait, une plainte DMCA, si on a découvert, beh, en fait, et ce qui est important, c'est à nous de faire la démarche. Donc dans le lien que nous envoie la Search Console, donc sur notre adresse Gmail, on a aussi le lien vers un formulaire de notification de contestation DMCA et c'est un lien, en fait, c'est un formulaire qui est à remplir. En fait, donc si vous trouvez que la demande, elle est pas légitime, qu'elle est fausse, qu'il y a peut-être c'est une technique de negative SEO, c'est à vous de les remplir. À vous, quand je dis à vous, c'est plutôt au représentant légal du site qui est impacté. Donc si vous êtes consultant dans une agence, moi je préfère, toujours voilà, donner ce lien avec quelques consignes aux clients et que c'est les clients qui le fassent parce qu'il est quand même c'est le client qui est représentant légal. Au niveau de la vitesse
prise en compte. Moi, j'ai vu des cas où ça se corrigeait en 2 jours. Des fois, ça peut aller 2 semaines et des fois, ça peut, être beaucoup plus long. Donc c'est vraiment, cas par cas. Évidemment, quand il y a des CDMSA, c'est très vite devenu une source de negative SEO. Je me souviens il y a quelques années à une des éditions de SEO Campus, il y a eu une question qui a été posée par un conférencier qui a posé une question: «Quelle est la technique, de négative SEO la plus simple pour, expulser le site de ton concurrent des résultats de recherche?» Et parmi les différentes variantes qui avaient été proposées, en fait, la bonne, au moins celle que le conférencier avait en tête, c'était la technique, de DMCA. C'est apparemment, c'est tellement simple, et là, on a plusieurs, précédents, plusieurs cas de figure de ça. Par exemple, on peut se souvenir de juillet 2018, quand une certaine société ToppleTrack, a déposé une plainte DMCA auprès de Google et qui a demandé de supprimer 25 pages web pour une utilisation illégale d'un album de musique. Par contre, ce qui était curieux dans ce genre de demande, c'est que si on regarde à droite les sites qui étaient cibles, voilà, qui, voilà, apparemment publié en fait cet album, diffusé cet album, musique, il y a quelque chose de commun. Beh, déjà, c'est en fait, c'est lié au SEO et si on regarde, l'URL, c'est à chaque fois, ça parle de netlinking. Donc en fait, c'est comme si voilà, c'est les sites qui étaient positionnés sur le terme netlinking. Il y a eu une demande qui a été laissée, donc parmi les sites, on peut, découvrir, voilà, vous allez certainement voir les sites que vous connaissez. Il y a par exemple le Journal du Net, il y a Sommet.fr et d'autres. Hem Un exemple qu'on a vu, voilà, au début, c'était l'exemple de Moz et cet exemple, en fait, il est assez éloquent parce qu'il nous montre que ça existe. Les DMCA, personne n'y est protégé, donc et même les sites, d'autorités comme Moz, même eux, ils sont vulnérables par rapport à ce genre de technique et même, voilà, les gros du monde, voilà, les gros sites web du monde, aujourd'hui, il peut être impacté. Donc là, si on regarde, voilà, sur la requête site, de .moz, la page d'accueil, elle était absente. À côté, donc si on scrolle la page, tout à la fin, on va voir que voilà, il y a un message comme quoi où Google nous dit qu'il n'affiche pas tous les résu toute l'entièreté, tout l'ensemble des résultats de recherche, mais il y a une partie qu'il a filtrée parce qu'il y a eu une, réclamation DMCA. Il y a un lien et sur ce lien, donc ça nous renvoie vers, le site de toujours le main database et on voit qu'il y a effectivement, il y a une, demande qui a été laissée par quelqu'un qui s'est fait une liste de 185, domaines, dans l'ordre alphabétique parmi lesquels il y avait, moz.com. C'est vrai, donc la page de Moz, elle a été déréférencée. Ça a fait un buzz donc dans la communauté parce que voilà, quand c'est les SO qui sont impactés, nous sommes les premiers en fait à crier. Hem Les porte-parole de Google, voilà, ils étaient vraiment voilà, John Mueller, Glenn Gabe et cetera. Ils ont commencé à être bombardés et finalement cette situation, elle s'est résolue en moins de 24 heures. Par contre, si s'il s'agissait d'une entreprise loin du digital, disons B2B quelque part ou un petit, artisan local, lui, il peut rester tout à fait inconscient de ce genre de technique, que ça existe, et il peut même pas savoir qu'il y a en fait, il peut même pas avoir de site dans la Search Console et il peut même pas savoir s'il y a une sorte de pénalité, voilà, si son site est filtré. Voilà, donc c'est à nous, finalement, voilà, les SEO de bien accompagner nos clients et les tenir au courant que voilà, ça existe, hein, et c'est toujours là. Il y a aussi des anecdotes liées au DMCA. Par exemple, le 8 septembre 2019, Anne Cushing, donc c'est une, consultante assez connue, surtout sur le marché, américain. En fait, elle s'est plainte à Google sur Twitter que son site est devenu victime d'une plainte DMCA et voilà, il a fait encore un petit buzz, heu et en fait, voilà, quand une personne chez Google, je crois que c'était Danny Sullivan, ou Glenn Gabe de chez Google, quand ils ont commencé à investiguer le problème, ils se sont rendus compte en fait que, beh, c'était pas le problème à Google, en fait et que donc Anne, elle s'est fait elle a créé une formation ESO et cette formation, elle a été donc, apparemment volée et a été publiée sur un nombre de ressources.
Donc elle a fait une série de demandes DMCA, de réclamation. Si dans la première et domaine, et 2e demande, il y avait aucun problème, donc elle disait voilà, sa page avec la formation, la page avec la formation sur le site apparemment voleur. Par contre, dans la troisième, elle s'est fait une petite, faute. En fait, elle a envoyé une demande de DMCA contre elle-même et en fait, son site, elle a été déréférencé. Ça existe aussi, donc il faut aussi, être vigilant aussi, par rapport à ça. Et donc DMCA, ça fait partie aussi de l'algorithme de Google. Un petit rappel, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est depuis 2012, mais si le site, il reçoit en continu, des vraies demandes DMCA qui sont confirmées et validées, dans ce cas-là, voilà, ça va certainement nuire dans la prise en compte dans les classements de Google. Et passons au troisième cas, qui est le droit à l'oubli. Donc, droit à l'oubli, c'est un nom assez court pour dire, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Oui, c'est, la suppression de contenu suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, mais je propose pour la simplicité d'articulation, de l'appeler droit à l'oubli. Donc qu'est-ce que c'est? Le droit à l'oubli, donc c'est, normalement donc, voilà, à côté de DMCA, d'autres types de plaintes qui peuvent être posées, dont, voilà les demandes, droit à l'oubli. Qu'est-ce que c'est? Donc, toute personne morale a le droit de demander à Google, en fait, de supprimer certains résultats de recherche de Google spécifiques, notamment tout contenu incluant votre nom, tout contenu incluant le nom de la personne, jugée inutile, périmée ou erronée et tout contenu, images, vidéos portant, atteinte à la personne. Donc globalement, voilà, si vous voulez supprimer le contenu qui est un peu faux sur vous, donc voilà, vous avez entièrement le droit de le faire. Là, il y a 2 points, qui vont nous intéresser et qui vont nous inquiéter. Le premier, c'est que, donc le premier problème, apparaît quand le nom de la personne, en fait, qui souhaite, porter plainte et que souhaite supprimer un résultat, il peut correspondre au nom de la marque. Ça paraît complètement bizarre et complètement irréel, mais c'est quelque chose qui existe dans les résultats de recherche. Si votre nom est similaire à la marque, vous pouvez à une marque existante, vous pouvez demander de supprimer en fait l'URL de la marque, du site de la marque. Comme parce que voilà, apparemment, bon, pour telle ou telle raison. Le deuxième problème avec ce type de demande, c'est que ces demandes ne sont pas publiques. Là, on est en plein, droit du respect de la vie privée, donc c'est les demandes privées et on ne sait pas exactement, on ne peut pas le dire exactement si le site il est, en fait filtré à cause de ça. Mais on peut avoir certains indices qui pourront, mmh, diagnostiquer de manière plus ou moins sûre, qu'il y a l'application de ce filtre-là. Ça, je propose de l'illustrer sur un exemple, un cas réel. Donc là, c'est un des cas qu'on a vu au début. Donc, parmi les 3 cas, hem, en l'été 2021, donc une marque internationale a commencé à observer des problèmes de positionnement de sa page d'accueil sur le nom de la marque et sur les, mots-clés dérivés. La page d'accueil n'était plus visible sur une requête de type site de points, voilà, comme si celle-ci n'était pas indexée. Donc pour être plus précis, donc la page d'accueil d'un site, qui ciblait le marché français, ne se v n quand on faisait site de points, elle n'y était pas. Par contre, la page, elle était bien présente dans le cache de Google. Donc Google connaissait cette page, elle était indexée. Par contre, elle n'apparaissait pas dans les résultats, de recherche. Au lieu quand on faisait la requête, site de points, c'était des pages internes qui se positionnaient. Au niveau technique, il n'y avait pas de problème. Là, on a passé quelques mois à essayer de diagnostiquer le problème, en étudiant tous les cas de SEO, en fait, tous les raisons classiques possibles. Notamment au niveau de est-ce qu'il y a des, non-index, les canonical, les blocages par robot texté ou autre chose, en fait, quelque chose qui pourrait bloquer l'accessibilité. Donc est-ce qu'il y a eu des injections de non-index quelque part? On a repassé les tag managers, tag commanders, pour voir est-ce qu'il y a une injection quelconque de nouveau d'une règle, qui déréférence la page. On a étudié les logs
dans lesquels on cherchait en fait, on vérifiait si les mesures de sécurité, anti-bot qui étaient mis en place sur le site, s'ils étaient, voilà, s'ils bloquaient le robot ou pas. Mais tout était propre en fait, il y avait pas de problème, avec la page. C'est juste, il y avait donc la page elle existait, elle était dans le cache de Google, mais Google ne l'affichait pas dans nos résultats de recherche. Hem Et donc voilà, ça a pris pas mal de temps, avant qu'on ait trouvé en fait parce que là voilà, on a commencé à essayer de regarder un peu plus large, et voir est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sortent du cadre du SEO classique qu'on, ne voit pas. Et là, quand on commençait à analyser de nouveau, réanalyser les résultats de recherche, sur les mots-clés liés à la marque, sur lesquels normalement c'est la page d'accueil qui devait se positionner et on scrollait les résultats de recherche tout à la fin. On voyait un petit message qui disait que certains résultats, pouvaient être supprimés conformément à la loi européenne sur la protection de données et ça, c'est la loi cette loi, c'est exactement le droit à l'oubli. Ce qui a déjà donné un indice qui a donc il y a voilà, la page elle est présente, Google peut-être la connaît, mais il y a un filtre par-dessus qui s'applique, qui fait disparaître la page. Donc si c'est la loi européenne des droits de voilà, si c mmh de la protection de sur la protection de données. Donc là, ce qui est important, c'est européenne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de s'adresser aux résultats de Google avec nos requêtes, liées à la marque qu'on voit pas, dont voilà, sur lesquelles on voit pas la page d'accueil là aujourd'hui, depuis la France, mais on peut essayer de requêter Google depuis les différents emplacements du monde. Et là, quand on a commencé à le faire, donc moi je l'ai fait avec, une extension Chrome qui était VPN, donc VEEPN, en fait, qui permet c'est comme un VPN qui permet d'accéder à la page de résultats de Google via différents emplacements et notamment ce qui m'intéressait, il y a la France, Pays-Bas, Russie, Singapour, Royaume-Uni, US et ça, c'est en version gratuite, donc là, c'est tout à fait accessible. Et là, effectivement, quand on a commencé à faire des, requêtes sites de points et en fait, ma page, ou la page d'accueil, France et les mots-clés liés à la marque, on a vu, voilà, cette image, en fait, que oui, beh, la page elle était pas visible, mais apparemment uniquement en Europe. Par contre, si je faisais la même requête, depuis la Russie, beh, la page France, elle était là. De Singapour, la page elle était là. Des des 2 États aux États-Unis, la page elle était là. Donc le problème était vraiment local en Union européenne et donc le problème, là, c'était effectivement voilà cette loi européenne de la protection de la vie privée. Donc une fois que voilà, ça c'est en graphique pour illustrer les performances de la page d'accueil. Donc là, on a eu le début du problème. Ça a commencé environ en été 2021, vers le mois de juillet, je dirais, juin-juillet et ensuite, toute cette période entre voilà les 2 flèches, rouges, c'était une période où la page elle était soit complètement invisible, soit elle apparaissait, disparaissait donc mais c'était quelque chose de pas stable du tout. Hem Une fois le problème a été identifié, on a demandé au client de faire une demande de contestation de DMCA. Il n'y a pas de formulaire de droit à l'oubli, dédié. Donc nous, on a fait une demande de DMCA. Bizarrement, mais 2 jours, après, oui, exactement 2 jours, je crois la demande a été faite mercredi et vendredi, la page d'accueil elle est retournée et elle a commencé à de nouveau apporter des clics à peu près au même volume que c'était, peut-être un tout petit peu moins. Mais ça, dans toutes ces histoires, c'est que et dans toutes les histoires qui sont liées au filtre, ce qui est le plus, compliqué et le plus, oui, ce qui est le plus compliqué, c'est que pour, comprendre en fait que ça vient de là, en fait, ça le problème vient de là, du droit à l'oubli, mais il a fallu environ de 4 à 5 mois. Parce que très souvent, voilà, nous on regarde et ça c'est tout à fait correct quand on a quelque chose d'inconnu, ben, on analyse d'abord la base. La base, voilà, technique, éditoriale, popularité, en fait, tous les facteurs SEO qu'on met dans les audits. Par contre, les choses qui sont liées au filtre comme ça, c'est on n'a
pas souvent ce réflexe, voilà, pour les regarder aussi, en amont. Mais des fois, c'est peut-être là que réside le problème. Donc pour résumer, concernant la droit à l'oubli, comment vérifier et comment, diagnostiquer et réparer? Il y a 4 points. Le premier point, c'est, vérifier que tous les facteurs SEO liés à l'exploration ou à l'indexation sont respectés et qu'il n'y a pas de blocage pour le robot de Google. Ensuite, si là, tout est OK, vérifier les positionnements de la page sur le nom de la marque dans différents pays. Y a-t-il des zones géographiques pour lesquelles la page est tout de même pour lesquelles la page est tout de même présente? Le point 3, vérifier si Google affiche en bas de sa page de résultats un message expliquant, que certains résultats ont été omis sur le nom de la marque. Voilà, on peut tester avec différentes, variations du nom de la marque, les dérivés et cetera, occurrence exacte. Et si les 3 points ci-dessus sont validés, faire une demande de contestation. Globalement, c'est ça ce qu'on a fait sur le projet. Une particularité du droit à l'oubli, c'est qu'une fois on l'a fait, il y a de fortes chances qu'il faudra le refaire après, parce que c'est tellement, volatile, voilà et voilà, si même si on a fait une demande de contestation, ça ne veut pas dire qu'on est garanti que la page, elle va être continuer à se positionner. Voilà, c'est assez volatile. Pour conclure tout ça, quand on fait du SEO, ne pas oublier qu'à côté des optimisations classiques, il existe un nombre de filtres de Google qui peuvent mettre KO nos performances. Ce serait un bon avoir voilà en tête un bon réflexe, de vérifier l'application de ces filtres à côté des optimisations classiques qu'on a tous, l'habitude de faire. Hem, l Le fait que ces filtres existent, et qu'ils sont toujours là et qu'ils peuvent avoir un impact néfaste, ça se confirme par les, études de cas récents et récurrents parce que DMCA, c'est des histoires qu'on a ça vient et revient, hein. Et aussi, c'est quelque chose, voilà, garder en tête, voilà, en fait, tous ces études de cas, ça nous montre aussi à quel point on est vulnérable face aux techniques, de négatif SEO, de fausses plaintes, parce que finalement, on n'est pas protégé. Et je pense la logique de Google là, on a commencé tout au début par le fait que Google est bombardé de demandes, de plaintes. Et pour lui, la position, voilà, c'est beaucoup plus simple de bloquer sans, faire une vérification quelconque, qu'après se lancer dans cette procédure juridique. Malheureusement, voilà, la réalité, elle est là. Et même si certains filtres ne sont pas évidents, quand même, nous avons tous les outils à notre disposition pour confirmer ou infirmer l'application de ces filtres. On a déjà nos navigateurs qui nous disent pas mal de choses. On a en fait, voilà, les différentes techniques, dont certains, voilà, j'ai illustré dans cette présentation, qu'on peut utiliser. Finalement, il y a rien de, mmh, inabordable, en fait, dans ce genre de technique. C'est juste, il faut garder en tête que ça existe. Il faut, savoir que, voilà, c'est toujours là et qu'on peut être impacté par ça et quelles sont après, les démarches à faire pour corriger et rétablir la situation. C'est bon pour moi. Eh bien, merci beaucoup à toi pour cette présentation enrichissante et qui permet aussi de lever le voile sur les différents filtres qu'on connaît parfois juste de nom et en allant creuser un peu comme ça, ça donne des pistes et des pistes pour résoudre certains problèmes d'ailleurs. Carrément. Effectivement, le NSEO, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, parce que c'est encore, c'est peu appliqué, mais quand c'est appliqué, effectivement, c'est assez ravageur, les résultats. Bah oui, de plus, c'est toujours là. C'est pas quelque chose qui est loin, qui est utilisé voilà, sur certains types de sites particuliers, dans certains niches, ben non, on est tous, dedans. Et n'importe quelle marque, même les marques les plus connues, tous les 3 exemples que j'ai montrés, voilà, c'était les marques très, très connues. Là, on les connaît tous. C'est juste certains, on peut pas nommer les noms pour des raisons objectives. Par contre, c'est les marques très, très fortes et connues. Quoi dire sur les petits sites après? Oui, qui peuvent être aussi victimes forcément de cela. Alors, on a une première question pour le moment
sur le Safe Search. Donc, il touche au niveau de la page et non au niveau du site. Mais ça peut finir par toucher tout le site. Donc, selon ton expérience, à partir de quel niveau tu t'inquiètes pour l'ensemble du site? Alors déjà, pour illustrer ça, si vous voulez voir des sites qui sont entièrement bloqués, prenez n'importe quel site adulte. Je ne vais pas citer les noms, parce que peut-être on va être bloqué par YouTube. Twitch, Ouais. Ah oui, Twitch. Prenez n'importe quel site de visionnage film adulte, faites site de points avec le Safe Search activé, et vous allez voir, il n'y a aucune page indexée. Tous les sites, il n'y a rien. Même, ça aussi s'applique au niveau des requêtes. On ne peut pas faire toutes les requêtes qu'on veut. Toutes les requêtes qu'on veut, par exemple, voilà. Bon, si vous faites les requêtes vraiment très très adultes, les mots-clés très adultes, vous allez voir que Google va afficher un message comme quoi je peux rien afficher en fait sur la configuration de ton navigateur. En fait, je peux rien afficher. Et donc, à partir de quel niveau tu t'inquiètes pour l'ensemble du site et plus pour quelques URL réparés? Ben, c'est vraiment cas par cas. Moi, je pense, honnêtement, j'ai pas travaillé sur de sites 100% adultes. Par contre, je travaille avec des sites médias. Et les sites médias, ça c'est, ils sont indirectement affectés par ça, parce que ça parle beaucoup des accidents, des faits divers, et ça rentre dans la catégorie du contenu choquant. Mais déjà, ce qui est bien, c'est de voilà, c'est de en fait, c'est essayer de clôturer en fait, si possible, les contenus explicites par répertoire et par sous-domaine. Mais déjà, le périmètre d'activation de filtre de Google, on va lui indiquer clairement en fait là où il faut le faire. Par contre, si c'est les contenus qui sont un peu partout sur le site, dans toutes les catégories possibles, de tous les types de contenus possibles, avec les images de tout type, là, on n'est pas protégé. Est-ce que j'ai vu des sites qui étaient comme ça, impactés 100%? À ma mémoire, non. Mais clairement, les sites qui sont 100% adultes, il y a 0 page qui s'affiche dans Google. Moi, je m'intéresse plus au cas de l'application des filtres sur des sites normaux, en fait. Oui, oui. Ça. En fait, Moi, j'ai fait le test pendant ta conférence sur un site justement qui a perdu beaucoup de trafic là au mois de mai. Enfin, perdu toutes ses positions et tout son trafic, qui est un peu border, pas niché adulte, mais un peu borderline. Et en effet, le site en Safe Search a activé, parce que moi, il est désactivé par défaut. En l'activant, bah oui, en effet, le site n'apparaît plus. Donc j'ai la réponse à... Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est bien de le savoir. Ouais, voilà, ça veut dire qu'il faudrait que je retravaille pas mal des contenus pour revenir comment dire, me reblanchir au niveau de Google. Mais oui, voilà. je pense que là, sur le Safe Search, ce qui est aussi important à comprendre, c'est au niveau de la gravité du problème. Et les d'autant plus grave, autant tu t'adresses au public en fait sensible. C'est par exemple les enfants, les parents, parce que si ton public il est adulte et voilà globalement, si voilà, tu peux même ne pas sentir en fait l'impact de ce de ce filtre. Par contre, si tu t'adresses aux enfants, aux adolescents, tu t'adresses aux parents, ben là, ça va être beaucoup plus dur. Là, l'exemple qu'on a montré, c'était un site média. C'était un site média orienté, voilà, les familles, les parents, la vie, voilà, les conseils, les écoles, Oui, etc., etc. Et là, ils ont parentalité. commencé d'un coup à parler de la guerre et des enfants pendant la guerre. Et là, c'était Ouais. Et c'était comme un peu, voilà, ils ont dépassé le seuil. Oui. ouais, et ça a impacté en plus de pages et pas juste ces pages-là finalement. Mais c'est juste qu'ils ont réorienté une partie de leur stratégie éditoriale. Ils ont voilà, dédié des ressources pour parler plus voilà, de la guerre et voilà, des enfants, de tous les attentats, explosions, etc. Et en fait, voilà, mais ces contenus, ils n'apportaient pas autant qu'ils voulaient en fait. C'est parce que là, c'était par défaut, voilà, c'était tout de suite filtré par Safe Search. Comme l'audience, dans leur navigateur, ils ont par défaut souvent le filtre Safe Search activé. Et c'est aussi ce à qui ça impacte, c'est ceux qui touchent le trafic depuis les images. Parce que les images, c'est par défaut. Quel que soit le navigateur, c'est par défaut. Évidemment, et en plus là, ils devaient en plus poster des images pour illustrer leur contenu et du coup, c'est probablement ça qui a mais le choix des images,
C'est un bon point parce que Et donc, on a une autre question. Alors, est-ce que Google applique à la lettre les demandes européennes de type supprimer les SERP Russia Today ou Sputnik bannis par l'Europe? J'avoue, j'ai pas vérifié. Est-ce que Google applique à la lettre les demandes européennes de type supprimé? Je pense que Google, déjà, il peut le faire lui-même parce que c'est lui qui prend les décisions. Il y a certaines décisions qui ont été prises, notamment pour bloquer. Est-ce qu'il suit à la lettre? Ça, c'est plutôt une question à Google, mais je pense, d'après ce que je vois, dans beaucoup de cas, quand ça concerne la loi, c'est tellement plus simple d'accepter les choses. Bon, là, on ne parle pas de CNIL et RGPD. Là, c'est une autre histoire. Par contre, c'est dans ce genre d'histoire de blocage de certains sites, de plus, voilà, qui partagent, qui sont issus de la propagande, etc. C'est tellement plus simple de les bannir, voilà, c'est qu'après de se lancer dans les procédures. Et surtout impacter son image de marque. Oui, et puis en plus, Salut Nicolas. la vision de Google est sûrement plus. Enfin, ils vont peut-être pas aller défendre au nom de la liberté d'expression ou ce genre de choses. Ah là, c'est clair. Oui. Je pense là, c'est unanime sur ce point. Oui. Le positionnement sur les SERP, enfin, sur les décisions européennes est relativement clair. Il me semble qu'ils sont très rapides. Par contre, pour les décisions françaises, par exemple Wish.com, ils sont beaucoup plus lents. Il y a encore des pages indexées pour Wish.com, si je me rappelle bien. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Moi aussi, mais ils avaient mis au moins 2 semaines pour virer la home déjà, donc il y avait pas mal de délais. Deuxième question de Nicolas. Et oui. Donc, sur un petit site filtré par l'un des filtres, combien de temps faut-il pour en sortir dès la démarche faite? On a vu dans ton troisième exemple que ça avait été assez rapide une fois que le problème a été identifié. Alors, c'est assez rapide si... alors déjà, ça dépend du filtre. Et ça dépend aussi, est-ce que tu as été pénalisé de manière légitime? Si tu publiais, si tu publiais du contenu qui ne t'appartenait pas, évidemment, tu peux pas dire à Google en fait que voilà, j'ai retiré le contenu et voilà, il faut me revenir dans les résultats de recherche. Très souvent, voilà, ça marche pas. Et il faut souvent les demandes DMCA quand c'est appliqué. Déjà ça s'applique aux URL. Soit c'est la création de nouveaux URL et soit c'est changement de domaine carrément parce que les sanctions DMCA, ça passe pas par la redirection, c'est pas Penguin, donc ça passe pas. Ensuite, si c'est le cas la vitesse, ça dépend aussi de la marque et de la résonance que tu vas créer. Si c'est une grosse marque, évidemment, ici, qui crie dans tous les sens, qui bombarde Google, évidemment, il va être un peu plus rapide. L'affaire de Moz, s'est réglée en moins de 24 heures. Même sur les outils de tracking comme Citrix, si tu regardes les positionnements de la page d'accueil Moz sur la requête Moz, c'est stable, parce que ça s'est réparé entre les deux checks de position, en fait. Et après, donc, si un petit site filtré, moi, tous les cas que j'ai eus, ça se réglait si c'était une demande, une plainte qui était fausse. Si moi, j'étais pas coupable, j'ai rien fait de mauvais, ou le client il l'avait fait, ça se résout le plus souvent en 2-3 jours, et des fois ça va jusqu'à 2 semaines, mais ça se résout d'habitude. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que tu étais coupable ou pas? Par exemple, il y a toute une histoire là maintenant sur les. Est-ce que tu as le droit de publier, par exemple, les embeds d'Instagram sur ton site? Et là, c'est pas clair du tout parce que d'un côté, tu lis la documentation d'Instagram. En fait, techniquement, c'est le contenu que tu héberges pas, mais de l'autre côté, tu l'affiches. Et là, si on commence à lire la documentation, c'est pas clair du tout. Et en fait, j'ai vu les demandes de DMCA pour l'utilisation des photos des célébrités via des embeds Instagram. Donc là, voilà. C'est très. Et après,
Si tu commences à en chercher un peu plus, là tu commences à chercher les infos aux États-Unis. Mais là, il y a une législation à chaque fois différente par rapport à chacun des États. Donc là, tu commences à te perdre complètement. Mais il y a eu des précédents quand voilà, les sites étaient. Il y a eu des demandes de DMCA qui étaient voilà, suite à l'utilisation de. C'était en embed ou iframe de Instagram. Je me souviens plus techniquement comment c'était fait. Voilà, mais il y a des plaintes sur ce sujet de la part des célébrités. Intéressant. Et surtout qu'en plus, si Instagram permet l'embed, il n'y a pas de. C'est un peu. En fait, je pense que tu peux le désactiver. Depuis quelques temps, tu peux désactiver le embed. Mais après, nous, on est tous dans le digital. On sait comment faire un embed. Donc, Oui, mais Oui. il y a la différence entre le faire parce qu'il n'est pas proposé et l'avoir en. Et ouais. s'il est proposé directement par le site. Oui, mais c'est délicat. Il y a les affaires déjà, voilà, des précédents, voilà, des plaintes de la part des célébrités, de la part des entreprises qui travaillent avec des célébrités, qui protègent leurs droits, en fait, ou plutôt qui veulent gagner plus avec la diffusion de leurs photos. C'est toujours sur le droit d'image. Et aussi, c'est les conditions d'utilisation de Instagram qui évoluent. Ça évolue aussi. C'était très intéressant, en tout cas, d'échanger sur ce sujet pas courant. Carrément. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir présenté ça. Surtout, passage en dernier, un petit peu en avance et tout. Merci beaucoup pour ta flexibilité. Et Merci beaucoup. salut. Merci à tous. Salut.